is very high, so it's likely. And I'm so I was having a great time. You can use that. It also has things like, is it underexposed? What's the tilt angle? Bonjour tout le monde, donc je me présente. Je m'appelle Tarek Yadjaden, donc je suis DevOps donc chez D2SI depuis un peu plus de 6 mois. Donc j'interviens sur différents sujets tels que tout ce qui est automatisation sur le cloud public et j'interviens aussi sur des sujets en relation avec Docker et avec tout ce qui est orchestration, Swarm, ECS et Kubernetes. Voilà, bonjour à tous. Moi, Bastien Ménisson, je suis chez D2SI depuis 1 an. J'ai grosso modo la même activité que mon collègue. Donc du coup, on va vous présenter l'orchestration avec Docker en prod. Donc très rapidement un peu de ce qu'on va aborder. Alors on va faire un petit rappel sur certains éléments clés qu'il faut bien retenir en tête avant de commencer notre voyage dans la prod. Ensuite, on va attaquer sur les infrastructures immuables. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond. On va avoir une partie après des orchestrateurs de conteneurs, les solutions disponibles, qu'est-ce qu'elles ont comme spécificité, etc. Et ensuite, les contraintes à la production. Qu'est-ce que ces deux éléments-là nous amènent en termes de contraintes avant de pouvoir avoir une production fiable et industrialisée. Donc, je vais rendre la main à Tariq qui va vous commencer à parler au niveau des rappels. Donc, pour faire un petit rappel, en fait, par rapport au bootcamp qui a été fait ce matin et en début d'après-midi. Donc pour ceux qui ont assisté, donc vous avez dû faire un exercice qui vous a permis justement de construire une image Docker, de la pusher sur un registry et puis de démarrer en fait une application avec un Docker Compose. Et puis en début d'après-midi, vous avez joué un peu avec Swarm et avec ECS et vous avez pu donc déployer en fait un exemple d'application sur l'un de ces deux orchestrateurs. Et vous avez dû remarquer que donc pour déployer une application, vous avez besoin à chaque fois de builder l'image, donc de la pusher sur un registry avant qu'elle soit déployée sur orchestrateur, ce qui nous amène à parler en fait des infrastructures immuables. Donc c'est quoi une infrastructure immuable, en tout cas pour moi en fait, c'est une infrastructure dont les composants en fait, ne sont jamais modifiés sur place. C'est-à-dire qu'une fois que le déploiement est effectué, on n'y touche plus jusqu'au prochain déploiement. Si on compare ça avec les systèmes biologiques, par exemple, donc, le système immunitaire, par exemple, de l'être humain, quand il y a une cellule qui est une cellule, elle se crée, puis si elle est malade, en fait, elle est détruite et elle est remplacée par une nouvelle cellule. Donc, on peut faire le parallèle entre ces deux systèmes. Donc, dans une infrastructure immuable, en fait, on déploie. On n'y touche plus. Si on veut en fait mettre à jour notre soft, on rebuild ce composant-là à nouveau et puis on le déploie. Pourquoi en fait une infrastructure immuable en fait, c'est le principal objectif, c'est d'éviter en fait ce qu'on appelle la configuration drift. C'est quoi la configuration drift? C'est le fait de se retrouver avec une infrastructure dont certains composants ne sont pas à jour du point de vue configuration. Donc vous allez vous trouver avec par exemple des machines avec la dernière version de la configuration et puis des machines qui n'ont pas été mises à jour dû à des erreurs donc lors de l'exécution des scripts. L'une des causes qui peut générer en fait cette inconsistance de configuration, donc c'est un sysadmin donc qui se balade sur les serveurs et qui fait des modifications, qui fait donc des apt-get install ou des yum install ou qui modifie en fait des fichiers de configuration ou qui modifie des choses sur les serveurs, mais en oubliant d'autres serveurs. Du coup, là, vous vous trouvez avec une infrastructure complètement inconsistante, ce qui peut générer des erreurs en fait, aléatoires dans votre infrastructure et ce qui peut rendre le débugage et la recherche d'erreurs relativement difficile. Cela peut aussi être causé par un système de configuration donc, tel que Ansible, où vous exécutez en fait, votre playbook Ansible contre un parc de composants. Et sur certains composants, il va y avoir des problèmes, donc des paquets qui n'ont pas pu être récupérés, des problèmes réseau, etc. Ce qui engendre une inconsistance aussi au niveau de votre infra.
Donc, pour parler un peu des solutions qui sont apportées par une infrastructure immuable, c'est déjà le premier point, c'est la simplification des opérations. Donc, au lieu d'avoir un parc de composants que vous mettez à jour avec des scripts ou avec des systèmes de configuration tels que Ansible, où vous êtes obligé de revérifier en fait, la consistance de votre infra à chaque fois, parce que vous n'avez aucune idée en fait, de ce qu'il y a sur vos serveurs. Avec l'immuabilité, vous avez une image donc, qui est la même sur tout votre parc, et quand vous la remplacez, vous êtes sûr qu'elle est remplacée partout. Et ça permet aussi en fait, de rendre la scalabilité plus facile, parce que en fait, quand vous spawnez de nouveaux composants, vous avez le modèle à partir duquel vous allez construire votre instance, et vous êtes sûr de la version, vous êtes sûr qu'elle correspond bien à ce qui tourne déjà dans votre production. Ça permet aussi en fait, de mieux automatiser et de mieux rendre votre infrastructure donc, facilement reproductible et restaurable du fait de la traçabilité de vos des différentes images que vous construisez au fil du temps. Donc, si vous voulez reconstruire votre infrastructure, vous avez la dernière image qui a été déployée. Vous avez juste à prendre cette image-là et puis la déployer pour avoir votre infrastructure qui correspond à ce que vous avez en production. Ça permet aussi de limiter les erreurs inattendues quand vous déployez donc avec des images. Vous êtes sûr que tout est à niveau partout. Et si vous avez une erreur, il est probable qu'elle soit pareille sur toutes vos machines. Donc c'est plus facile de débugger et de corriger. Et il y a un autre aspect, il y a un changement de culture. Donc avant, en fait, on avait des serveurs qui vivaient 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 10 ans. Et des serveurs, des composants qui avaient en fait toute une histoire qu'il fallait documenter, qu'il fallait bien détailler, parce que si ça se trouve, en fait, la personne qui a créé le serveur la première fois n'est plus là, elle est partie, et que la personne qui la remplace, elle arrive, donc elle a besoin de documentation, et elle ne va pas oser en fait, modifier des choses sur le serveur parce que ça fait longtemps qu'il tourne. Avec les infrastructures immuables, donc les serveurs deviennent juste des composants qui sont créés, qui sont détruits, qui sont remplacés à chaque déploiement. Donc on n'a pas besoin en fait, de raconter toute l'histoire du composant, on a juste besoin de l'outil d'automatisation, du fichier descriptif du composant en fait, pour comprendre ce qu'il y a sur ce dernier. Mais cette architecture, bien sûr, n'a pas que des avantages, elle apporte aussi certaines contraintes. Donc si vous partiez sur ce type d'architecture, vous allez avoir besoin de gérer des images. Donc ces images-là, il faudra les taguer, il faudra les stocker quelque part, il faudra les scanner pour s'assurer qu'elles sont fiables et qu'elles sont prêtes à être utilisées en production. Et ça demande aussi un peu plus de rigueur et un peu plus de collaboration avec les équipes de dev, parce qu'en fait, ce type d'architecture amène à un déploiement plus fréquent. Donc, vous déploierez peut-être plusieurs fois par jour ou même plusieurs fois par heure. Donc, ce qui amène en fait, à créer un besoin de collaboration avec les équipes de dev et travailler avec eux avec un peu plus d'attention. L'autre contrainte, c'est qu'avec ce système, à la moindre modification, donc si vous modifiez changer le background de votre application web, vous avez besoin quand même de rebuilder votre image et de redéployer cette image-là pour avoir la nouvelle version. Donc, ce qui peut prolonger un peu le temps du build. Donc, au lieu d'avoir juste le build de l'application, vous avez en fait la réinstallation des dépendances, vous avez tout le tralala en fait, qui est relatif à la construction d'une image. L'une des clés pour construire ce type d'architecture, c'est bien sûr l'automatisation. Aujourd'hui, nous avons un panel d'outils en fait, qui permet justement de faire ça. Parmi ces outils, vous avez Terraform, par exemple, qui permet en fait, de décrire votre infrastructure avec un DSL et de la rendre reproductible. Et l'autre avantage, c'est que par exemple, Terraform il supporte
plusieurs cloud providers. Donc vous pouvez décrire votre infrastructure qui peut-être dont peut-être une partie est déployée sur GCP et l'autre partie sur AWS sans problème. Vous avez des outils comme Packer qui permettent justement de construire votre image, votre VM ou votre conteneur aussi. Et vous avez bien sûr Docker qui est un peu la boîte noire qui permet d'encapsuler votre application et de la rendre agnostique. Donc je parlais justement de Docker et de Rocket juste pour dire que je parle généralement de la containerisation. La containerisation et l'immuabilité, en fait, pour moi, ça va de soi parce qu'on ne peut pas faire des conteneurs muables. Il est très déconseillé de déployer donc une application avec des conteneurs et de s'y connecter pour faire des mises à jour à l'intérieur ou pour modifier en fait la CSS de votre application. Donc à chaque déploiement, à chaque modification, donc une modification, un déploiement égale un build d'une nouvelle image, égale un tag et égale une nouvelle version de votre image. Ce qui nous amène en fait à parler des orchestrateurs. Pourquoi les orchestrateurs? Donc on peut faire je tiens à préciser qu'on peut faire de l'immuabilité avec des VM. On n'a pas forcément besoin de conteneurs, mais je vais parler de conteneurs juste pour expliquer en fait que c'est l'une des solutions qui permettent justement de faire de l'immuabilité de façon efficace en ayant tous les outils nécessaires pour le déploiement, le management, etc. Donc, qu'est-ce qu'un orchestrateur de conteneurs? Donc, un orchestrateur de conteneurs, pour moi, c'est un outil, qui offre plusieurs mécanismes pour pouvoir gérer un workload de conteneurs sur un parc de machines sur un parc de machines. Donc l'orchestrateur de conteneurs va vous permettre justement de planifier en fait le placement de vos conteneurs. Donc un orchestrateur il est capable de quand vous déployez une nouvelle version de votre application, il connaît en fait l'ensemble des machines qui font partie du cluster. Donc il est capable de choisir la machine la plus apte à recevoir en fait cette nouvelle version d'application, et il connaît en fait combien de CPU il y aura sur la machine, combien de RAM, et il est capable de choisir de façon optimale la meilleure machine qui peut recevoir ce conteneur. Et grâce aux orchestrateurs aujourd'hui, en fait, on peut s'assurer en fait que si votre application crash, elle est redémarrée. Donc ça s'appelle du self-healing, même si ça peut avoir des effets pervers derrière si elle est redémarrée trop de fois. Mais si votre application consomme trop de mémoire ou consomme trop de CPU, elle peut être redémarrée par l'orchestrateur. Et il y a aussi l'aspect déploiement. Donc grâce aux orchestrateurs, vous pouvez faire des déploiements sans downtime grâce au rolling update. Et l'orchestrateur est capable de replacer donc, ces conteneurs sur les bonnes machines en s'appuyant sur les ressources disponibles. Je vais vous parler, je vais citer quelques solutions. Ce n'est pas toutes les solutions, mais du moins les solutions sur lesquelles nous avons travaillé. Donc vous avez Kubernetes, donc, qui est l'orchestrateur qui a été développé par Google et dont la version 1.1 est sortie en 2014, je crois. Donc c'est un orchestrateur qui est utilisé par pas mal de solutions aujourd'hui, telles que OpenShift, telles que Rancher, telles que Tectonic de CoreOS. Donc il y a une communauté très actif derrière cet orchestrateur, et pas mal d'entreprises l'utilisent actuellement. Vous avez donc ECS qui est le premier orchestrateur qui a été développé par un cloud provider. Donc c'est un orchestrateur qui fait à peu près la même chose que Kubernetes à quelques points, donc qui a été créé aussi en 2014 par AWS. Et enfin, vous avez Docker Swarm. Donc, le mode Swarm a été introduit en fait dans Docker depuis la version 1.12. Donc, qui est aussi un orchestrateur qui fonctionne de la même façon et qui permet de gérer un workload de conteneurs de façon efficace. Donc là, on va faire une petite comparaison. Donc le but de la comparaison, c'est vraiment montrer que plus ça va, plus en fait
les orchestrateurs tendent à proposer les mêmes fonctionnalités. Donc le choix en fait d'un orchestrateur aujourd'hui donc va reposer essentiellement sur la structure de l'équipe, sur est-ce que vous avez une équipe Ops ou vous n'avez pas une équipe Ops, sur le workload que vous souhaitez gérer, sur votre dépendance par rapport à un cloud provider ou un autre. Et puis, il y a quelques fonctionnalités en fait, qui existent sur des orchestrateurs et pas d'autres. Mais globalement, en fait, ils essayent tous de faire la même chose. Donc, si on commence par tout ce qui est par le déploiement de ces solutions, donc Kubernetes et Swarm, donc on peut les déployer sur du cloud public ou du cloud privé, même sur du bare metal. Contrairement à ECS, donc si vous optez pour ECS, donc vous êtes obligé d'être sur AWS pour pouvoir donc utiliser ECS. Les trois solutions proposent du rolling update. Donc le rolling update, pour vous expliquer, je ne sais pas ce que je peux le dire en français, mais c'est du déploiement progressif. Donc on déploie une nouvelle version et à un moment donné, vous allez avoir les deux versions qui vont coexister. Et petit à petit, en fait, on va switcher vers la nouvelle version sans downtime. Donc aujourd'hui, les trois orchestrateurs proposent ce type de déploiement. La façon dont ils le gèrent est différente, mais ça fonctionne pour les trois orchestrateurs. Tout ce qui est auto-scaling, donc Kubernetes propose de l'auto-scaling au niveau pod, donc un pod dans Kubernetes, c'est un ensemble de conteneurs qui sont liés, ça peut être une application donc avec un front et un back, et à l'intérieur d'un pod, les conteneurs peuvent communiquer entre eux en localhost sans problème. Donc, et vous avez ECS aussi qui propose de l'autoscaling donc au niveau conteneur aussi, en se basant sur la CPU et la mémoire. Et enfin, vous avez Swarm. Swarm, à ma connaissance, il n'y a pas de système d'autoscaling automatique, mais vous pouvez utiliser des outils de monitoring justement pour récupérer des métriques et déclencher en fait manuellement l'autoscaling sur le cluster Swarm. Tout ce qui est service discovery, donc Kubernetes, lui, il vient avec etcd en fait, comme système de discovery. Donc etcd dans Kubernetes, il est utilisé pour tout ce qui est DNS, donc avec un agent qui s'appelle SkyDNS. Donc à chaque fois qu'un conteneur démarre, il s'enregistre sur etcd et il est accessible donc avec un DNS local et on peut le découvrir facilement. Et puis il est utilisé aussi pour utiliser en fait, si vous utilisez par exemple Flannel par exemple comme network layer, Flannel il s'appuie sur etcd pour justement enregistrer les nœuds et construire le réseau Docker. ECS, il vient pas avec un service discovery tel qu'un service discovery dynamique, mais vous pouvez le simuler avec les applications load balancer. Donc, vous pouvez déclarer plusieurs applications sur la même application load balancer et vous avez accès à un DNS donc avec le path de chaque conteneur. Sinon, vous pouvez monter votre système de discovery, votre propre système de discovery en utilisant des solutions comme Consul par exemple. Swarm propose sa propre solution de service discovery, mais apparemment il supporte d'autres backends tels que Consul et etcd. Il y a aussi un point qui est le health check qui est très important. Donc, le health check permet justement, quand on déploie les applications, permet de s'assurer que le switch se fait correctement sur une application en fait, qui est vraiment up et qu'on ne se retrouve pas à la fin avec un rolling deployment qui se finit avec une application qui est down. Donc par exemple avec Kubernetes, vous avez la notion de readiness et liveness. Donc avec ces deux mécanismes, vous pouvez vous assurer que votre conteneur il tourne et en plus il est ready pour recevoir du trafic. Du coup en fait ça permet quand vous lancez votre rolling deployment, à la fin vous êtes sûr que si votre application n'est pas prête à recevoir du trafic, vous resterez sur l'ancienne version où vous n'aurez pas de downtime. Sur ECS, vous avez des health checks sur les load balancers.
Donc, et vous avez en fait le cluster lui-même aussi qui s'assure que vos conteneurs sont dans un état up, et s'ils ne sont pas dans un état up, il les redémarre. De même pour Swarm, vous avez en plus la fonction health check, le mot-clé health check que vous pouvez rajouter en fait au build de votre image et qui permet justement de s'assurer que votre application est toujours up. Vous avez en fait tout ce qui est login. Donc avec Kubernetes, vous avez un add-on qui est très facile à installer avec un replication controller. Donc vous faites un kubectl apply votre plugin et puis vous avez un ELK tout près en fait qui va vous permettre de visualiser les logs de façon centralisée. Mais pour les autres solutions telles que ECS et Swarm, c'est à vous d'installer votre cluster donc ELK donc en utilisant Elasticsearch et Kibana. Vous avez les 3 points aussi importants. La availabilité, donc, elle est assurée par les 3 clusters. Donc, vous avez toujours ECS, lui, c'est un service complètement managé. Donc c'est Amazon qui s'en charge pour vous. Pour Kubernetes et Swarm, donc, vous pouvez en fait avoir plusieurs master nodes et plusieurs nodes, plusieurs workers, donc pour assurer la availabilité. Donc les 3 sont pas mal de ce côté-là. Tout ce qui est networking, donc Kubernetes, vous pouvez installer en fait, plusieurs types de overlay network, donc soit sur un Flamld ou sur un Weave ou sur d'autres solutions. C'est pareil pour Swarm et pour ECS, en fait, vous avez à la base, vous avez juste le VPC, donc vous n'avez pas de service discovery ou de overlay network, mais vous pouvez vous baser sur un service discovery justement pour résoudre ce problème ou monter votre propre overlay network. Tout ce qui est donc, par rapport aux performances, donc, on remarque bien qu'entre Kubernetes et Swarm, donc, si on se base sur les blocs qui apparaissent sur leur site, donc, les performances sont à peu près similaires. Concernant ECS, donc, on n'a pas trop de stats. Le dernier donc, article il date de 2015 où il montre des stats qui montre que le cluster peut monter jusqu'à 1000 nodes, mais il n'y a rien d'officiel de nouveau depuis. Enfin, quelques concepts, donc, juste pour montrer que c'est à peu près les mêmes concepts, c'est juste les noms et le format qui diffèrent. Donc vous avez en fait sur Kubernetes, vous avez les pods. Donc les pods, c'est, comme j'ai expliqué, c'est un groupement de conteneurs donc, qui sont dans la même application. Vous avez tout ce qui est réplication contrôleur et deployment, donc c'est un fichier YAML en fait qui vous permet de décrire justement la structure de votre application et de déclarer les secrets qui est nécessaire à la connexion à une base de données ou à un Redis ou autre chose. Côté ECS, donc l'équivalent du réplication contrôleur et du déploiement, vous avez la task definition. Qui est en JSON, donc qui décrit aussi la structure de votre application. Et enfin, vous avez en fait le fichier stack dans Swarm qui fait la même chose. Les 3 donc, proposent la notion de service. Donc le service, c'est un espace de load balancer qui permet de forwarder le trafic vers les bons conteneurs. C'est lui qui a besoin du service discovery justement pour retrouver les conteneurs. Donc, c'est à peu près, ils proposent à peu près les mêmes types de fonctionnalités. Donc là, je vous ai parlé d'orchestration et d'infrastructure immuable. Ces 2 solutions, donc, bien sûr, introduisent plein de contraintes qu'il faut prendre en compte. Je laisse mon collègue Bastien parler de ça. Merci Tariq. Donc du coup, effectivement, maintenant on va parler des contraintes à la production. Alors comprendre par là, effectivement, une production qui utilise de l'orchestration, parce que c'est pas forcément les mêmes problèmes qu'on rencontre si on fait autre chose en termes de solutions qu'on a vu par exemple ce matin avec Laurent, qui disait que vous pouviez utiliser des images immuables qui lanceraient des conteneurs manuellement au démarrage. Ça, on ne rentrera pas vraiment sur les contraintes que ça apporte. Vraiment sur les contraintes qu'on utilise dans un contexte d'orchestration et qui utilise aussi du coup l'immuabilité derrière. Donc du coup, la première contrainte qu'on a quand on est dans un contexte de distribué, de clustering ou avec l'orchestration, c'est de savoir où sont nos conteneurs. Donc du coup, au niveau scheduling, ceux qui ont fait le bootcamp tout à l'heure sur Swarm, vous avez vu que vous ne contrôlez pas forcément où atterrissent vos conteneurs, sur quel nœud, etc. Vous ne connaissez pas leur nom. Donc du coup, vous n'allez pas vous balader sur vos 20 serveurs que vous avez potentiellement pour essayer de trouver un conteneur en spécifique. Pour ça, on va utiliser des interfaces, par exemple des interfaces web qui font ce boulot-là tout seul. Donc en termes d'exemple, là j'ai pris, c'est la console de Kubernetes.
Donc on a une vision directe sur les pods. Et en allant plus en détail sur les pods, on peut obtenir plus d'informations sur les conteneurs qui tournent dedans. Sans rester uniquement sur l'interface web, on a aussi la possibilité de faire ça directement à travers la CLI. Alors les trois orchestrateurs qu'on a vus avec Tariq, on va reprendre à peu près les mêmes exemples, c'est que les 3 orchestrateurs proposent tous une CLI. Donc kubectl pour Kubernetes, il y a ECS CLI qui est en standalone par rapport à AWS, et on a Docker, donc fatalement, qui est la CLI officielle. Donc du coup, en CLI, on peut récupérer, là encore, pas mal d'informations. Alors pas forcément des fois toujours sur les nœuds où ça tourne, mais du moins les noms et leur état. Pour aller un peu plus loin, du coup, au niveau des états, de leurs métriques, etc., on rentre plus sur la partie monitoring, qui vous permet d'avoir aussi de l'observabilité au niveau de vos conteneurs, de savoir quel conteneur a été détruit, pourquoi, toutes ces choses-là. Donc du coup, au niveau monitoring, on peut monitorer à la fois les métriques que vous ont remonté le conteneur, la consommation de CPU, de RAM, etc., qu'elle a utilisé. Ça peut être aussi sur le nœud en lui-même, mais là c'est plus sur un autre scope. Et on peut aussi balancer du coup par rapport aux métriques qu'on remonte des conteneurs, avoir des métriques, des alertes par rapport à ces métriques-là. Sachant que généralement on essaye de contrôler, de setter des valeurs de ressources sur vos conteneurs pour essayer de maîtriser un peu mieux quand il y a de la surconsommation de mémoire ou des choses comme ça. Donc du coup là on passe plus sur comment gérer les déploiements en production. Tariq en parlait tout à l'heure du déploiement continu, notamment avec le cas du rolling update. Donc du coup généralement c'est un peu le même principe sur chaque orchestrateur, mais je tenais à rappeler de façon un peu plus simple, parce que généralement les orchestrateurs ça complexifie un peu pas mal les choses. Donc là on est juste dans le cadre où en fait on a un client qui accède à une application en V1 à travers du load balancing. Moi, je vais mettre à jour mon service V1 en V1.1. Donc du coup, je vais lancer une commande de rolling update à mon orchestrateur. À partir de ce moment-là, il sait qu'il va falloir qu'il passe sur la version V1.1. Donc il prépare le contexte. Arrive ensuite le fait qu'il lance le premier service de la V1.1. À ce moment-là, il y a du routing qui est fait vers ce nouveau conteneur. Donc comme on parlait tout à l'heure, Tariq, on arrive à un moment où on peut avoir les deux versions de service qui sont en parallèle, mais c'est assez rapide. Une fois que la première version du service est lancée, on coupe une première partie de l'ancienne version, donc de la V1.0. Donc c'est-à-dire que là on se retrouve vraiment en équilibre entre les deux, et on poursuit. On envoie le deuxième service de la version 1, et une fois qu'il est up, running, et qu'il s'inscrit dans tout ce qui est la procédure de LFIEC, etc., comme on a vu avant, et on kill la version 1.1 complètement. Une fois que ça c'est fait, on coupe le trafic vers l'ancienne version. De toute façon, il n'y a plus rien qui répond. Et à partir de là, selon l'orchestrateur, le garbage collector, etc., ça va tout simplement enlever les conteneurs. Et donc voilà, on se retrouve avec une version mise à jour avec le moins de disponibilité possible et peut-être quelques pertes de disponibilité selon le nombre de requêtes que vous avez, mais en tout cas avec le minimum de pertes. Donc du coup, pour rester sur la gestion du déploiement continu, il y a plusieurs éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. On en a un peu parlé avant, qui sont la gestion des tags. Alors on l'a vu aussi au bootcamp pour ceux qui ont participé, ne jamais builder que du laytest. Tout simplement pourquoi vous voulez faire une mise à niveau de votre version de prod, faites laytest from laytest, vous voulez revenir en arrière, comme vous faites, c'est un peu compliqué. Donc du coup, de bien builder les différentes versions sur différents tags. Alors en suivant généralement les tags de la version applicative. Si vous avez une version 2.0 en app, il n'y a pas besoin d'aller partir sur d'autres systèmes de version. Partez tout simplement sur une 2.0 côté Docker, essayez de suivre. Comme ça, c'est assez simple de s'y retrouver quelle version correspond à quoi. Et essayez d'étaler pour avoir du coup un historique de vos applications. Et dans le cas où vous avez besoin de rollbacker en fait vos versions, de le faire de manière assez intuitive. Donc du coup, ça c'est vraiment pour la partie détail. Dans les images, on peut mettre d'autres choses qui sont intéressantes, notamment les labels, qui vous permettent d'ajouter des informations supplémentaires dans vos images, comme on va dire l'architecture sur laquelle ça a été buildé, un descriptif de l'application. Ce qu'on fait aussi généralement, c'est qu'on met des fois le Dockerfile dedans pour savoir comment a été construite l'image. Voilà, après c'est à votre imagination de mettre. Si vous avez plusieurs services qui buildent des images, mettre le nom du service qui a buildé l'image, etc., d'avoir un historique dans votre application, enfin dans l'image de votre application, pour vous aider après pour le debugging, pour savoir qui a fait quoi, etc.
Ensuite, il y a une deuxième partie qui est vraiment plus sur l'aspect sécurité, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé jusqu'à là. C'est que, enfin si, quand on en a peut-être parlé un peu ce matin, beaucoup même, dans le sens où c'est parce que c'est dans des conteneurs et que c'est isolé que c'est impossible d'avoir des problèmes dedans en termes de sécurité. On a d'ailleurs beaucoup de solutions qui sont sorties ces dernières, on va dire, entre l'an dernier et maintenant, pour justement aborder ces sujets-là, de vulnérabilité, de failles, de zéro day, etc. Donc du coup, là, on a un screenshot de la Trusted Docker Registry, qui fait une analyse statique en fait, de vos Dockerfiles, pour voir exactement ce que vous faites dans la construction de vos images, et essayer de flaguer au maximum les vulnérabilités qui pourraient apparaître. Là, on voit qu'on a on voit bien, ouais. On a deux binaires qui ont été spotés avec des vulnérabilités. Donc du coup, c'est à vous ensuite. Ça ne le fait pas pour vous, mais ça sera à vous de vous arranger pour que dans votre process, ça invalide la création de votre image, que ça prévienne les équipes qui utilisent des versions de paquets qui sont susceptibles d'avoir des failles de sécurité, et donc de patcher en amont avant de builder et d'envoyer ça en production. Donc ensuite, on en a un peu parlé aussi avant dans les comparatifs, c'est la gestion des logs. Alors là, encore une fois, dans un contexte de cluster, vous allez encore une fois pas faire vos 20 nœuds pour trouver le conteneur en question qui a des problèmes et essayer d'obtenir les logs. Notamment, par exemple, ECS, ça va être un peu compliqué si vous y allez directement sur la machine. Sur du Swarm, c'est pareil. Enfin, c'est vraiment pas très pratique de faire ça. Donc du coup, le mieux, c'est de partir sur une version vraiment centralisée de la gestion de vos logs. Donc ça, c'est inclus dans Docker depuis un certain moment, à travers les log drivers. Donc vous pouvez très simplement dire à Docker de forward tous les logs des conteneurs vers un indexeur ou un service donné. Donc c'est du Splunk, c'est du Fluentd, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci, ça le gère. Et au moins, vous n'avez pas à vous occuper de savoir où et quoi. Vous récupérez tout. Et à partir de là, vos outils de monitoring peuvent utiliser concrètement ces données pour faire toute la logique que vous avez derrière. Donc du coup, pour décrire un peu plus le pattern, pour que ça soit clair pour tout le monde, en fait, tout ce qui se passe, c'est que Docker sait forwarder les logs. Donc les logs, c'est les directed put qui sont faits, un std hot. Et donc du coup, que les envoie un indexeur qui va les stocker. Alors l'indexeur peut être shardé, distribué, tout ce que vous voulez. Le principe, c'est qu'il les stocke. Et à partir de là, votre outil de monitoring qui va venir, qui va parser dedans. À vous de faire des patterns de match pour récupérer s'il y a des erreurs spécifiques, vous faire des alertes, etc. Enfin voilà, builder vraiment votre service de monitoring dessus. Il y a par exemple Prometheus qui fait ça assez bien. Donc du coup, on a également parlé pas mal de découvertes de services. Encore une fois, ceux qui ont participé au bootcamp, on en a pu en découvrir un peu avec la découverte de services intégrés dans Swarm, donc en termes de DNS. On n'a pas forcément parlé de exactement l'origine de la découverte de services, d'où ça vient, etc. Laurent en a un peu parlé ce matin. À la base, c'est un pattern qui est très orienté pour le coup microservices. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, on a actuellement 8 services, 8 microservices qui tournent. Alors imaginez le foutoir que ça devient quand vous devez reconfigurer un service donné parce que c'est deux dépendances qu'il a besoin de faire appel à changer de nœud, à changer d'IP, à changer de port ou autre. Vous n'allez pas passer votre vie à redéployer les nœuds entre eux, enfin les services entre eux, pour qu'ils se reconfigurent, etc. ou passer en SSH pour les modifier. C'est juste pas possible. Donc du coup, d'avoir de la découverte de services qui est découverte à travers de Docker, qui reconfigure automatiquement en fait les DNS que query vos services, ça vous simplifie pas mal la vie. Donc du coup, comme je disais, ça permet de découvrir dynamiquement les services disponibles, parce qu'on les enregistre, et une fois qu'ils sont disponibles, comment y accéder. Donc typiquement, les IP et les ports qui sont utilisés. En termes de, en termes de services actuellement, de programmes qui nous permettent de le faire, on a plusieurs catégories. Des applis comme Consul, qui sont un peu all-in-one, tout en un, qui ont à la fois un DNS, à la fois un registrateur de service, un système de service, pardon, et à la fois un modèle de clé-valeur intégré. Donc qui, voilà, vraiment tout en un, c'est-à-dire qu'une fois que le service est enregistré au sein de Consul, c'est directement exposé au sein du DNS qui est inclus dans le service. Tariq en a parlé juste avant avec etcd et SkyDNS dans Kubernetes. Donc là, c'est vraiment le même composant qui fait ça. On a Swarm qui le fait plus ou moins dans la même mesure où en fait Swarm a des DNS qui sont déployés en interne dans les Docker Network qui vous permettent de query en fait le nom de vos services assez simplement.
Et après, on a des services un peu plus complémentaires qui doivent s'intégrer avec d'autres éléments comme Linkerd, Zookeeper ou Envoy. Donc, qui sont vraiment des services qui proposent une fonction spécifique. Zookeeper, Zookeeper et Linkerd de la découverte de services. Et Envoy qui est plus orienté sur du proxying des services qu'il connaît. Tout ça, derrière, il faut qu'il y ait un back-end. Et il faut quelque chose pour remplir ce back-end. Donc ça, on va en parler. C'est au niveau de l'enregistrement des services, justement, dans ces logiciels-là. Pour ça, on utilise généralement, avec Consul, on utilise Registrator, qui est tout simplement un petit conteneur Docker qui va venir se plugger à la socket sur le système, qui va écouter les systèmes autour de Docker. Et quand il détecte qu'il y a un nouveau conteneur qui tourne, il va le récupérer, il va aller voir si le conteneur a des labels. Et en fait, par rapport à ces labels-là, on peut customiser la façon dont le service est découvert, comme son nom, ou le port exposé, ou lui passer d'autres paramètres. Donc, une fois qu'il a découvert le service, généralement ce qui va se passer, c'est qu'il va faire des appels API en HTTP, par exemple si on prend le cas de Consul à Consul, qui va faire que ça va s'enregistrer dans son modèle clé-valeur. À partir de là, il va lire les infos, c'est-à-dire que les services vont être découverts, il va pouvoir commencer à faire les health checks pour savoir si le service est healthy ou non, etc. Et à partir de là, il va peupler dans son DNS les entrées en adéquation avec ces fameux records-là dans sa clé-valeur. Donc à partir de là, si on reprend dans l'exemple, j'ai un service A et B, le middleware récupère les IP et les ports, il les enregistre dans le clé-valeur, ça va venir configurer automatiquement le DNS. À partir de là, je peux faire un dig sur le DNS, sur le nom de domaine, donc a.service.domaine, et automatiquement, il va me retourner l'IP du conteneur en question. Et avec Consul, le port. Du coup, je parlais aussi qu'il y avait un système de health check, donc pour vérifier si votre service il tourne bien et qu'il n'y a pas de souci. Donc là, plus généralement, c'est pareil pour les ELB sur AWS ou d'autres services. On fait tout simplement un curl sur le conteneur, sur le port exposé en question. Donc c'est à vous après, en amont, de préparer sur votre service, d'avoir un health check disponible qui puisse vérifier de manière qualitative l'état de votre service à l'intérieur, vérifier si tout tourne bien, si vous avez accès à tout ce que vous avez besoin, et ensuite retourner par exemple un HTTP 200 pour dire ok c'est bon, moi je suis good, ou dans l'autre cas une 500 pour dire non non moi c'est pas bon. Donc du coup une fois que le curl est fait, il enregistre tout simplement l'état dans le modèle clé-valeur encore une fois, qui va être lu côté DNS. Et à partir de là, si le code d'erreur n'est pas le bon, bah on ne va pas vous donner le serveur, on ne va pas vous envoyer dessus. Donc à ce moment-là, si vous faites par exemple ici un dig sur bservice.domaine, bah vous allez avoir aucune IP qui va être retournée parce que le service n'est pas disponible. Du coup, on reste un peu autour de la même problématique. En fait, beaucoup de la découverte des services, ça s'appuie sur les DNS. Donc là, on est pour faire de la répartition de charge. J'ai eu une question d'ailleurs sur ça tout à l'heure. À quoi ça sert d'avoir des ELB devant des autres swarms, pardon, parce qu'à l'intérieur des swarms, il y a à eux-mêmes, ils ont eux-mêmes des ELB qui permettent de proxifier sur les services qui sont sur d'autres nœuds, pardon. Là, on peut en fait, sans avoir forcément besoin d'ELB devant, tout simplement avoir ce qu'on appelle du round robin au niveau DNS. Et permettre de faire de la répartition de charge du coup sur le serveur. Parce que du coup, il va vous retourner un set d'IP qui va être alterné selon les appels, qui vous permet donc d'avoir un coup sur l'un, une IP ou une autre. Donc du coup, toujours dans le DNS, on l'a vu aussi avec le health check, c'est que donc du coup, si mon hôte B ne tourne plus, bah, j'ai toujours une IP qui est dans le DNS. Et comme on a aussi le round robin par-dessus, bah, s'il n'a qu'une seule IP, bah, il va alterner entre une seule IP. Donc de ce côté-là, c'est transparent. Donc du coup, vous avez à ce niveau-là toujours une capacité de répondre, même si ça avait un conteneur ou plusieurs conteneurs qui est tombé du manque, vous avez toujours un qui est pour répondre. Et point important que je n'ai pas abordé, mais que Laurent en a parlé ce matin, c'est au niveau des fameuses records CRV, qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup d'applications qui le gèrent, et dont notamment ces Consul qui s'appuient dessus. Ça veut dire qu'il envoie l'IP et les ports à travers des requêtes DNS-CRV. Donc du coup, si vous n'avez pas un client derrière qui est capable de gérer ces fameuses requêtes-là, il va y avoir des soucis, puisque vous n'allez pas pouvoir faire tout ça fonctionner.
Donc on a d'autres solutions actuellement qui nous permettent de contourner un peu le problème. On a par exemple Trafic ou Kong. Trafic, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va directement se plugger à Consul, enfin, au back-end de découverte de service. Il ne va pas passer par le DNS. Il va aller récupérer les informations à la source et se reconfigurer par rapport à ces informations-là, ce qui permet d'avoir une dynamicité un peu plus importante à ce niveau-là. Et dernière contrainte, c'est vraiment au niveau de la sécurité de l'environnement. Au niveau de l'isolation des conteneurs, donc on a de l'isolation au niveau des processus, dans le sens où le process qui tourne dans le conteneur n'a aucune idée de ce qui tourne sur le système autour de lui, et vice-versa, sur le système, on ne sait pas trop ce qui tourne dans le conteneur. On a aussi une isolation au niveau du stockage, ça veut dire que le conteneur n'a pas accès de facto au file system de l'hôte. Il y a possibilité de le faire, mais par défaut, il ne le fait pas. Il a son propre espace qui est créé, il est shrouté dedans. On a une isolation aussi au niveau du réseau, dans le sens où le conteneur n'a pas accès aux sockets qui sont ouverts sur le système, à part si vous lui donnez accès, mais par défaut, il n'a pas accès. Et de même, les interfaces réseau, il ne peut pas les piloter. Ça veut dire que quand on expose un conteneur, enfin quand le conteneur se pop et atterrit sur votre network, il a sa propre interface qui est montée en virtuel, avec un bridge qui est disponible sur le système et des IP tables derrière pour contrôler l'exposition des services. Et enfin, la dernière point en tout cas qui a à voir avec toute cette partie-là, c'est la limitation des ressources. Alors c'est pas une sécurisation au sens propre du terme, c'est juste que vous ne pouvez pas faire crasher un nœud Docker en utilisant plus de ressources que dans votre nœud. C'est pas possible. Docker a des services en fait, des fonctionnalités intégrées qui lui permettent déjà de limiter le CPU, de limiter la mémoire ou de limiter de l'IO sur le disque. Et si ça commence à arriver à surconsommer, il y a des fonctionnalités qui permettent de killer des conteneurs dès qu'ils commencent trop à consommer. Et de toute façon, Docker ne peut pas réserver l'intégralité de la plage de mémoire, par exemple, que vous avez sur un système. Si vous êtes 4 Go, et on va dire que vous allez avoir que 3 Go 5 de disponibles, vous n'allez pas avoir plus. Donc voilà. Donc du coup, Tariq va vous montrer une petite démo un peu de toutes ces contraintes-là, enfin de comment on peut répondre à ces contraintes-là dans un environnement de prod. Donc Tariq, je te laisse la main. Merci, Bastien. Donc, on va aborder quelques points, quelques solutions pour quelques contraintes qui ont été abordées juste avant. Donc là, en fait, on a monté une petite archi sur AWS, donc avec une appli, avec une application qui tourne sur un cluster ECS. Avec une API Gateway devant pour justement faire tout ce qui est résolution DNS dynamique et puis tout ce qui est load balancing et tout ce qui est sécurité. Et puis il y a un petit cluster Elasticsearch qui permet justement de forwarder les logs tranquillement avec un agent FluentD qui tourne sur chaque nœud. Et avec un cluster ECS, un cluster Consul à côté pour faire tout ce qui est enregistrement de services et gestion de DNS interne. Et puis une partie stockage pour Kong API et pour l'application qui tourne dans le cluster ECS. Donc pour vous montrer, donc le premier point, ça sera donc là on a une application qui tourne sur le cluster, donc qui permet de récupérer donc le tag TiadComp en mode streaming. Et donc nous avons les logs. Donc là nous avons en fait installé un agent FluentD donc qui tourne sur chaque nœud. Cet agent là en fait les logs de chaque application, donc on a un front, on a un back et puis une base de données MySQL. Donc à chaque fois qu'il y a des logs, ils sont écrits sur la sortie standard et on les forward vers un agent FluentD. FluentD donc c'est un agent qui permet de tailer les logs facilement, et puis il permet aussi de formater les logs grâce à des formateurs, donc il supporte plusieurs formateurs, soit avec un format JSON ou un Nginx, ou il supporte plusieurs formats, et puis il les envoie vers Elasticsearch. Et grâce à une l'UI Kibana, on peut les visualiser. Donc l'intérêt de cette solution-là, c'est qu'on peut donner accès aux équipes de dev avec un système de management de rôle, bien sûr, pour qu'ils aient accès qu'aux applications auxquelles ils ont droit. Et ça leur permet justement de faire leurs recherches, de construire leur dashboard par eux-mêmes.
Et bien sûr, en fait, pour que ce soit bien exploitable, il faut bien définir en fait une practice au sein des équipes pour avoir un format unique, donc de log entre toutes les équipes. Et, notamment le meilleur format, c'est le format JSON, donc qui permet en fait d'indexer correctement tous les logs dans Elasticsearch et de les rendre donc cherchables plus facilement avec des champs, avec les champs que vous définissez. Puis vous avez la partie service discovery. Ouais, c'est trop petit. Ouais. Donc vous avez la partie service discovery, donc qui permet justement à chaque fois qu'on déploie un service. Donc, il est enregistré en fait dans le console avec un nom unique bien sûr. D'où l'intérêt en fait, si vous partez sur une architecture microservice, il faudra vraiment bien immatriculer vos services, et bien les répertorier pour être sûr que quand vous déployez une application, elle a un nom unique. Et pour éviter justement d'écraser en fait des valeurs qui sont déjà existantes dans votre service discovery, ce qui générera des erreurs parce que vous allez avoir un DNS qui ne correspond pas vraiment à la vraie application. Donc l'immatriculation, elle est très importante. Donc là, par exemple, si on prend comme exemple l'application Front, par exemple, on voit qu'elle est déployée en fait sur un nœud avec 2 instances. Et on peut voir l'IP, on peut voir le port sur lesquels elle tourne. Donc si on regarde Front ici, on va voir qu'il y a 2 ports dynamiques. Donc les ports en fait ils sont dynamiques justement pour éviter, pour qu'on puisse déployer en fait plusieurs applications sur la même machine et pour éviter qu'un conteneur qu'un port soit déjà pris. Si on prend un autre exemple, donc par exemple l'API, on va voir que derrière il y a un health check. Donc vous avez là, 2 checks, donc le check qui permet de savoir si donc l'application elle est bien enregistrée, et puis vous avez le check qui est un curl en fait qui permet de checker en fait si l'application elle est up. Donc là j'ai mis un endpoint qui répond avec une 200, et cela permet en fait au DNS donc au service discovery de considérer ou pas en fait une application parmi en fait les applications qui correspondent à ce DNS. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Hop. Donc un petit exemple. Je n'arrive pas à le fixer. Ouais, si tu peux. Merci Bastien. Donc là je vais vous montrer un petit exemple sur l'un des nœuds en fait ECS. Donc si on fait un Docker. Je pense que c'est assez grand. C'est mieux comme ça. Donc là, si on cherche par exemple l'API, vous allez voir, il y a une API qui tourne sur ce nœud-là. Donc l'API, elle est enregistrée donc, avec un nom qui est celui-là, API. Donc il suffit de prendre celui-là. Hop. Donc il suffit de faire, si on fait un dig tel que expliqué en fait par Bastien dans sa présentation, on fait un dig SRV. Donc .service.consul. Donc vous allez voir qu'il nous retourne un enregistrement. Donc cet enregistrement-là, il contient l'IP sur lequel tourne cette application. Et il nous retourne aussi le port sur lequel tourne l'application. Donc si on fait un curl, on essaye de faire un curl de ce DNS-là avec le bon port. Donc ça répond bien. Donc ça permet vraiment de résoudre dynamiquement en fait les DNS, et ça permet d'enregistrer automatiquement et de déployer plus de services sans problème. Et même si les services disparaissent et réapparaissent sur un autre nœud, on n'aura pas de problème. Donc tout cela, merci Bastien. Donc tout cela, bien sûr, est bien, mais le problème derrière, c'est qu'il faut avoir un client qui soit capable justement de faire ce dig SRV pour récupérer le port et récupérer en fait l'IP du service en question.
Et comme l'a expliqué Bastien, donc, des solutions comme Nginx ou HAProxy aujourd'hui ne permettent pas de faire ça. Donc il y a quelques API Gateway qui permettent ça. Vous avez par exemple Kong API. Donc Kong, c'est une API Gateway donc, qui permet justement de déclarer des API et au lieu d'implémenter la couche protection, donc tout ce qui est validation et signature d'un token JWT, donc tout ce qui est rate limiting, on peut le faire au niveau de l'API Gateway, éviter de l'implémenter au niveau de chaque service. Donc Kong API, en fait, ça fonctionne comme ça. Donc vous avez juste à déclarer en fait au moment du déploiement. Donc là, par exemple, vous avez juste besoin de déclarer votre service. Donc vous mettez un port aléatoire. Donc là, on a mis 8000. Et derrière, quand vous allez faire la requête, Kong, lui, va faire un dégât servé. Il va récupérer en fait le port dynamique, le port qui correspond vraiment à votre application. Il va le remplacer. Il va forwarder le trafic vers le bon conteneur. Donc du coup, ça permet de résoudre ce problème de dynamicité en fait, de vos composants. Donc voilà, et puis l'autre contrainte, donc là on vient de parler du service discovery, l'autre contrainte c'est bien sûr le monitoring. Donc quand vous avez en fait des dizaines d'applications qui tournent sur votre infra, donc vous devez savoir combien de RAM elles consomment, combien de CPU, vous devez savoir combien d'IO elles consomment. Et pour cela, en fait, vous avez des solutions soit à la Datadog, donc des solutions SaaS ou des solutions comme Sysdig, ou vous pouvez vous orienter vers des solutions open source telles que Prometheus. Donc Prometheus qui permet justement, grâce à des exporteurs, donc le fonctionnement de Prometheus est le suivant. Donc vous pouvez installer des exporteurs au niveau des nœuds. Donc des exporteurs, donc ces exporteurs-là permettent d'exposer en fait des API avec un pass/metrics. Et Prometheus, lui, ce qu'il va faire, il va aller scraper sur ces endpoints-là et récupérer les metrics donc, de vos nœuds, de vos applications, de votre base de données et les stocker dans une base de données locale sur votre disque dur. Et grâce à ça, en fait, vous allez avoir en fait, des metrics. Là, par exemple, on a des metrics sur tous les conteneurs. Donc, on peut en choisir un. Donc, si on choisit l'API, par exemple, donc on va voir que donc on a en fait un conteneur qui consomme en moyenne 12 mégas de mémoire. On peut voir en fait les inputs IO, les outputs IO, et on peut voir aussi l'état de. Vous pouvez définir plusieurs dashboards. Donc là, vous pouvez voir vos hosts. Donc l'avantage, c'est que sur AWS, par exemple, Prometheus est capable d'utiliser les tags AWS pour découvrir vos nœuds et justement en fait les monitorer de façon dynamique. Donc ces metrics-là, on peut les retrouver sur une UI. Donc si on tape par exemple Node, on va voir toute la palette de métriques qui sont exportées, qui sont importées par Prometheus et qu'on peut utiliser pour construire des graphes. Et vous avez la partie alerte aussi. Donc avec la partie alerte, vous pouvez en fait, en se basant sur ces métriques-là, vous pouvez construire des alertes. Donc par exemple la dernière, elle permet d'envoyer en fait une alerte. C'est l'un des nœuds en fait, l'une des machines est down. Donc ça envoie une alerte et vous pouvez envoyer vos alertes soit sur Slack, via email ou via un autre support. Donc voilà pour la partie monitoring. On a bien des solutions qui permettent justement de monitorer en fait, vos conteneurs de façon efficace et d'être alerté en cas de problème. Et surtout, vous pouvez détecter s'il y a un conteneur qui redémarre trop de fois. En fait, on peut voir tout de suite dans le graphe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà. Et enfin, vous avez donc tout ce qui est observabilité aussi côté UI. Donc ECS par exemple propose une UI pour lister vos services, pour lister vos tasks, pour voir en fait sur quel nœud une tâche tourne, etc. Donc le dernier point que je vais aborder, c'est le rolling deployment. Donc je vais avoir besoin de Bastien s'il peut tenir le micro. C'est bien, je sais quelque chose. Donc, pour le rolling deployment, je vais vous faire juste une petite démonstration pour vous montrer en fait, à quoi ça ressemble. Donc là, on a l'application, notre application qui tourne. On va essayer de changer quelque chose et la déployer et voir comment ça se comporte. Hop. Donc là, on va modifier une CSS par exemple. On modifie le background. Et puis on va déployer tout ça. Ouais.
Ok, donc là on a un script donc de déploiement. Donc ce script il fait pas grand chose. Donc il build une image, il la push sur un registry et puis en fait il la déploie sur l'infrastructure. Donc si on exécute ce sprint là, ce script, on va voir, donc là il build l'image, il installe les dépendances. Donc les dépendances, là Yarn par exemple, elles sont installées mais elles ne restent pas dans l'image. Donc on utilise le multi-build de Docker justement pour ne pas garder ces dépendances qui ne sont pas nécessaires au run. Donc là il est en train d'installer les dépendances. J'espère que le réseau... Donc là, il build l'image. Il est en train de pusher l'image. Ouais. Et là, en fait, il va essayer de déployer. Voilà. Donc si on fait un petit refresh sur l'application, normalement, à un moment, on va voir qu'il y a les deux qui voilà. Donc vous avez en fait les deux qui sont en même temps. Voilà. Donc là, le déploiement est fini normalement. Voilà. Ouais. Donc là, on a la nouvelle version avec donc il n'y a pas eu de downtime. Vous avez remarqué qu'à un moment, il y a eu les deux qui tournaient dans le cluster parce qu'en fait, ça s'est passé exactement tel que Bastien l'avait expliqué dans sa présentation. Donc voilà pour moi. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Fabien. Merci.